J'ai vu passer ce chiffre au printemps 2025 et j'ai cru à une blague. En Chine, la BYD Seagull se vend entre 55 800 et 56 800 yuan, soit moins de 8 000 $ pour une voiture électrique neuve. Sortie d'usine, pas d'occasion retapée. La même voiture, le même constructeur, rebaptisé Dolphin Surf, débarque en Europe en mai 2025 à partir de 22 990 €, 19 990 en promotion. Presque 3 fois plus cher. Et pendant que je faisais mes calculs, une pastille supplémentaire de 17% tombait déjà sur BYD côté douane européenne, l'usine hongroise de Szeged glissait de 2025 à 2026 et le chantier turc s'arrêtait net. Le prix chinois, lui, ne traverse tout simplement pas la frontière. Alors, qu'est-ce qu'on vend vraiment sous l'étiquette électrique abordable ? Et pourquoi j'ai fini par éplucher l'histoire de BYD jusqu'au chantier brésilien de 2024 pour comprendre ce que le marketing préfère ne pas montrer ? Parce que oui, j'y ai cru. Sur le papier, 8 000 $, ça vous fait faire des additions dans la tête sans même vous en rendre compte. J'ai converti, j'ai ajouté une marge raisonnable pour l'export, j'ai imaginé une citadine électrique européenne autour de 11 000 ou 12 000 €. Le genre de prix qui aurait vraiment cassé le marché, qui aurait rendu ridicule tout ce qu'on nous vend depuis 10 ans comme voiture électrique accessible. J'étais convaincu d'avoir trouvé la faille dans le système. Le genre de nouvelle qu'on garde en tête en se disant « celle-là, je la surveille de près ». Sauf que quand j'ai cherché l'équivalent européen, la réalité m'a rattrapé plutôt sèchement. La Dolphin Surf, présentée comme la version occidentale de la Seagull, démarre à 22 990 €, 24 990 pour la version à autonomie étendue. Même en creusant les promotions, on tombe à 19 990, jamais en dessous. Et pour se donner une idée du terrain de jeu réel, il suffit de regarder à côté. La Dacia Spring, autour de 16 900 à 18 700 € en Allemagne. La Renault Twingo E-Tech à partir de 19 990. La Citroën EC3 aux alentours de 20 000. La Leapmotor T3 à 18 900. La BYD Miracle, celle qui devait tout écraser sur son passage, arrive en fait dans le même panier de prix que la concurrence européenne classique. Pas moins cher, parfois plus. Ça, très sincèrement, ça m'a agacé. Parce qu'on ne me vend pas la même chose des deux côtés de la planète. On me vend un rêve made in China à moins de 8 000 $ et on me livre, en magasin, une réalité européenne à plus de 20 000 €, soit près du triple de ce que ma calculatrice avait prévu. Et le pire, c'est que ce n'est même pas le prix le plus agressif du marché local. Alors non, ce n'est pas juste le concessionnaire qui se sucre au passage, et ce n'est pas non plus une histoire banale de coûts de transport maritime. L'écart est trop massif, trop structurel, trop cohérent avec ce qui se joue en parallèle. Les taxes qui tombent pile sur BYD, les usines qui prennent du retard. Comme si l'expansion européenne butait systématiquement sur quelque chose de plus profond que de la simple logistique. Alors la question, elle est simple, et elle va nous occuper pour le reste de cette histoire. Si ce n'est ni la marge du vendeur, ni le prix du fret, qu'est-ce qui construit réellement cet écart de prix aussi énorme entre la Chine et l'Europe ? Et pour comprendre ça, il faut remonter beaucoup plus loin que 2025, jusqu'à une usine de batteries fondée en 1995, à des ambitions qui ont mis 30 ans à se transformer en cette voiture-là, exactement celle que je pensais avoir trouvée en solde. Après le choc des 22 990 €, je me suis dit qu'il fallait comprendre d'où sort cette réputation de « génie chinois de l'électrique bon marché ». Alors je suis remonté à la source. Et la source, ce n'est pas une usine automobile. C'est une usine de piles, à Shenzhen, en 1995, fondée par un ingénieur chimiste nommé Wang Chuanfu. BYD ne faisait pas de voitures. BYD faisait des batteries au nickel-cadmium et au nickel-métal-hydrure, celles qu'on trouvait dans vos téléphones portables des années 90. Rien de glamour, juste de la chimie industrielle, à bas coût, en très grande quantité. Et ça, il faut le reconnaître, ça a marché au-delà de toute logique. En 2002, 7 ans après sa création,
BYD contrôlait environ 65% du marché mondial des batteries nickel-métal-hydrure. Pas 6,5%, 65%. Une entreprise chinoise inconnue du grand public dominait déjà, en coulisses, la chaîne d'approvisionnement de la moitié de l'électronique grand public de la planète. C'est le genre de détail qu'on oublie facilement quand on regarde une Seagull garée sur un parking. Mais c'est exactement ce détail qui explique tout ce qui suit. Parce qu'en 2003, Wang Chuanfu fait un pari qui, à l'époque, semblait complètement fou. Il rachète les actions de l'usine automobile de Qinchuan à Xi'an et lance BYD Auto, un fabricant de piles qui se met à produire des voitures. Sur le papier, c'était ridicule. Dans les faits, c'était le début d'une intégration verticale que peu de constructeurs occidentaux pouvaient même envisager. Celui qui fabrique les batteries fabrique aussi les voitures qui les utilisent. Pas de fournisseur externe aménagé, pas de marge à céder en cours de route. Et puis, il y a ce détail que je garde en tête pour plus tard, parce qu'il va revenir vous mordre. En 2008, Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, achète environ 10% des actions de BYD pour près de 230 millions de dollars sur l'insistance de Charlie Munger. Buffett, l'investisseur le plus prudent de la planète, mise sur un fabricant chinois de piles reconverti en constructeur automobile. À l'époque, ça ressemblait à un signal extraordinaire de confiance. Retenez ce nom, on y reviendra, et la fin de l'histoire n'a rien d'aussi glorieux. L'entreprise ne s'est pas arrêtée à l'ingénierie. En 2017, BYD recrute Wolfgang Egert, l'ancien directeur du design chez Audi, Alfa Romeo et Lamborghini. Oui, Lamborghini. Un homme qui dessinait des supercars italiennes se retrouve à dessiner des citadines chinoises. Ce recrutement n'était pas un hasard, c'était un message. BYD ne voulait plus être perçu comme un assembleur low cost, mais comme un constructeur capable de rivaliser esthétiquement avec les marques établies. Et honnêtement, en regardant une Dolphin ou une Seagull aujourd'hui, le message est passé. Le cœur de tout ce système, c'est la Blade Battery, la batterie lithium fer phosphate maison de BYD, présentée comme la pierre angulaire d'une intégration verticale qui va des cellules jusqu'aux semi-conducteurs. Pas de sous-traitance, pas de dépendance à un fournisseur coréen ou japonais, pas de marge captée par un tiers. Sur le papier, c'est exactement la recette qui permet de vendre une voiture électrique en dessous de 8 000 $ sans se ruiner. Et je dois l'admettre, la base technique n'est pas du marketing creux, elle est bien réelle. L'usine de Xi'an, celle-là même achetée en 2003, tourne aujourd'hui sur 4 lignes d'assemblage, à 4000, parfois 4400 véhicules par jour. En décembre 2024, elle a franchi pour la première fois le million de voitures produites sur 12 mois, toutes gammes confondues. Et la Seagull, à elle seule, a atteint le million d'unités produites en à peine 27 mois depuis son lancement, tout en restant numéro 1 des ventes dans la catégorie A0 en Chine, 2 années de suite. Ce n'est pas une anecdote, c'est une machine industrielle qui tourne à plein régime, avec une demande qui suit. Alors voilà où j'en étais, en creusant cette histoire. 30 ans de pile, une intégration verticale qui tient debout, un designer venu de Lamborghini et Warren Buffett lui-même qui a validé le pari. Sur le papier, tout ça devrait suffire à expliquer pourquoi une voiture peut sortir d'usine à moins de 8 000 $. Mais si cette efficacité industrielle est aussi réelle qu'elle en a l'air, pourquoi, une fois la frontière chinoise franchie, le prix ne double pas, ne triple même pas? Il explose à un niveau que la seule logistique ne suffit plus à expliquer. Alors je me suis dit, d'accord, l'écart de prix vient sûrement des marges. BYD se fait des couilles en or en Chine et se contente de miettes en Europe, question de générosité commerciale. Sauf que les chiffres racontent l'inverse, et c'est là que ma petite théorie s'effondre. Par voiture vendue en Chine, BYD empoche environ 970 $ de profit net. Par voiture exportée, plus de 2800 $. Presque 3 fois plus de marge à l'étranger qu'à domicile. La marge brute confirme le tableau. 28,1% sur les marchés étrangers contre 17,2% en Chine. Autrement dit, BYD ne casse pas les prix en Europe par bonté d'âme réduite. Elle y gagne structurellement plus qu'au pays natal.
Ce qui veut dire une chose. Le prix que je voyais s'envoler à 22 990 € n'est pas un accident de marge. C'est une architecture de prix pensée pour rapporter davantage hors frontières. Alors pourquoi, avec une marge pareille, le ticket d'entrée grimpe autant? Réponse en un mot, les douanes. En octobre 2024, la Commission européenne a conclu son enquête anti-subvention et empilé des droits compensatoires sur les droits de douane classiques de 10% déjà existants sur les véhicules électriques chinois. Pour BYD, ça fait 17% de plus. Pour Geely, 18,8%. Pour SAIC, jusqu'à 35,3%. Ce n'est pas une amende ponctuelle, c'est un mur tarifaire permanent, construit pièce par pièce, marque par marque. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis n'ont même pas pris la peine de nuancer. En 2024, la taxe sur les véhicules électriques chinois est passée de 25% à 100%. 100%. BYD 100 à 100%. 100%. BYD a ouvert un bureau au Mexique, mais ne vend officiellement aucune voiture aux États-Unis dans un avenir prévisible. Et franchement, avec une taxe pareille, ce n'est même plus une stratégie commerciale, c'est du bon sens. Donc voilà le premier morceau de la réponse. Le prix chinois ne peut pas voyager tel quel parce que chaque frontière lui ajoute son péage. Ce n'est pas BYD qui gonfle artificiellement le tarif européen. Ce sont les gouvernements européens et américains qui blindent leur marché contre une concurrence jugée trop compétitive. Sympathique en théorie pour l'industrie locale, beaucoup moins pour mon portefeuille qui rêvait d'une citadine électrique à 12 000 €. Mais il y a un deuxième morceau. Et celui-là se joue à l'intérieur des frontières chinoises, pas aux douanes. Depuis avril 2024, Pékin fait tourner un programme de subvention à la casse. Vous ramenez votre vieille voiture, vous en achetez une neuve électrique, l'État vous rembourse une partie. En juillet 2024, cette prime a doublé, jusqu'à 20 000 yuan, soit environ 2 766 $ par véhicule électrique. Et le programme a été reconduit en 2025 aux mêmes conditions. Résultat concret, plus de 6,5 millions de demandes déposées rien qu'en 2024. Ce n'est plus un coup de pouce marginal, c'est un carburant artificiel injecté directement dans la demande. Alors quand je regarde ce Seagull à moins de 8 000 $ et que je l'admire comme un miracle d'ingénierie pure, batterie maison, intégration verticale, chaîne de production optimisée, je dois honnêtement corriger le tir. Une partie de ce prix miracle, ce n'est pas de la technologie, c'est de la politique industrielle. L'État chinois pousse la demande vers le bas avec une main, pendant que l'Union européenne et les États-Unis poussent le prix vers le haut avec l'autre. Le consommateur chinois profite d'un marché dopé aux subventions. Le consommateur européen paie le prix d'un marché protégé par des barrières douanières. Et BYD, au milieu, engrange une marge plus confortable des deux côtés de l'équation. Enfin, surtout à l'export, comme on vient de le voir. Ce qui m'amène à un chiffre qui m'a un peu glacé quand je l'ai croisé. La dette fournisseur de BYD, l'argent dû aux sous-traitants et aux prestataires, avoisinerait les 244 milliards de yuan. Du même ordre que celle de SAIC, plus élevée que celle de Geely. Une entreprise qui grandit à cette vitesse, avec cette pression sur les marges domestiques et cette dette envers ses partenaires, doit bien comprimer quelque chose, quelque part, pour que le compte final tombe juste. Et c'est précisément là que ma question commence à me travailler. Si la Chine tient son prix bas grâce aux subventions d'État, et si l'Europe tient son prix haut à cause des barrières douanières, alors où est passé le vrai coût de cette expansion mondiale? Pas dans les tableaux Excel des marges brutes. Pas dans les communiqués de presse sur l'intégration verticale. Il doit bien exister quelque part un endroit où ce coût-là ne s'affiche dans aucun bilan et se paie en vrai, sur le terrain, par quelqu'un. Ce quelque part a un nom, un état et une date précise. Un chantier au Brésil, dans l'état de Bahia, en décembre 2024. Pendant que je décortiquais les marges et les taxes, une autre facture s'accumulait ailleurs, loin des tableurs, sur un chantier au Brésil. Et celle-là, personne ne l'a mise en avant dans les communiqués. En décembre 2024, des inspecteurs du travail brésiliens débarquent sur le chantier de la future usine BYD dans l'état de Bahia. Ce qu'ils trouvent ne ressemble à aucune success story.
jusqu'à 220 travailleurs chinois sur un total de 471 personnes présentes sur le site, importés illégalement et maintenus dans des conditions que les autorités qualifient elles-mêmes d'assimilables à de l'esclavage. Le mot n'est pas de moi, il est dans le rapport officiel. Concrètement, ça donne quoi? Des passeports confisqués à l'arrivée, la méthode la plus vieille du monde pour empêcher quelqu'un de partir. Jusqu'à 60% du salaire retenu par l'employeur, sous prétexte de logement ou de frais divers. Des lits sans matelas. Et, détail qui dit tout sur la dignité accordée à ces ouvriers, jusqu'à 30 personnes pour un seul et unique sanitaire. Vous imaginez la file d'attente à 6 h du matin avant l'équipe de jour? Les sous-traitants sur le dossier ont un nom. China Jinjiang Construction Brasil et Tecmonta Equipamentos Inteligentes. Pas des inconnus embauchés au coin d'une rue, des entreprises engagées pour livrer, dans les temps, l'usine censée incarner l'arrivée triomphale de BYD sur le continent américain. Sauf qu'au lieu d'un symbole de modernité, le chantier est devenu, en quelques semaines, un symbole de tout ce que la croissance à marche forcée peut écraser au passage. La suite judiciaire ne s'est pas fait attendre indéfiniment. En mai 2025, la procureure du travail de l'État de Bahia dépose une plainte contre BYD et ses sous-traitants, réclamant 257 millions de réals, environ 50 millions de dollars, pour traite d'êtres humains et travail assimilable à l'esclavage. Ce n'est pas une amende symbolique qu'on encaisse en haussant les épaules. C'est le genre de chiffre qui, sur un communiqué de presse, ferait presque passer les 8 000 $ du Siegel pour une plaisanterie. Et l'histoire ne s'arrête pas là. En avril 2026, le ministère du Travail brésilien inscrit officiellement BYD dans son registre des employeurs reconnus pour recours à du travail assimilable à l'esclavage. Attention, je ne vais pas vous dire que la justice a définitivement tranché contre l'entreprise. L'affaire suit son cours et parler de condamnation serait aller plus vite que les faits. Mais figurer dans ce registre, ce n'est pas un détail administratif qu'on efface d'un clic. C'est une trace, publique, qui colle à la marque au moment précis où elle voulait s'imposer comme le nouveau géant mondial de l'électrique. Alors voilà où j'en suis, et franchement, ça m'agace de le dire aussi clairement. La fameuse verticale intégration qui fait la fierté de BYD, les batteries maison, les semi-conducteurs maison, la chaîne qui rend tout moins cher, cette efficacité-là a un prolongement qu'on ne voit jamais dans les slides de présentation. Quand on construit une usine à l'autre bout du monde à vitesse accélérée, quelqu'un, quelque part, paye le prix de cette vitesse. Ici, ce sont des ouvriers chinois expatriés au Brésil, privés de leurs papiers et d'une partie de leur salaire, pour que le calendrier industriel tienne. La ligne est directe, même si elle ne figure sur aucun graphique de marge. Le coût réel de l'expansion mondiale ne disparaît jamais, il se déplace simplement hors du champ de la caméra. Et c'est là que quelque chose commence à me travailler sérieusement. Si l'installation au Brésil, un marché où, historiquement, le contrôle réglementaire est loin d'être le plus strict de la planète, a suffi à produire ce genre de scandale, qu'est-ce qui se passe réellement sur les chantiers des usines BYD en Europe? Là où, en théorie, les inspections du travail, les syndicats et les autorités locales ne laissent strictement rien passer. Est-ce que la même pression sur les délais, la même urgence à livrer avant la concurrence, produit ailleurs des dérapages qu'on n'a simplement pas encore découverts, ou est-ce que l'Europe, cette fois, tient vraiment la barre? Je voulais y croire jusqu'au bout. L'usine BYD à Szeged, en Hongrie, annoncée en grande pompe en décembre 2023, allait enfin ancrer cette efficacité chinoise sur le sol européen. Sauf que le démarrage de la production, initialement prévu pour 2025, a été repoussé à 2026. Pas une catastrophe en soi, les usines glissent, tout le monde le sait. Mais quand on vous vend une révolution industrielle qui roule à la vitesse de la lumière côté prix, un simple report d'1 an sur le terrain sonne différemment. Ça sent moins la conquête et plus l'improvisation. Et la Hongrie n'est même pas le pire dossier. En Turquie, à Izmir, BYD avait signé en 2023 pour un site à 1 milliard de dollars, 150 000 véhicules par an, tout le vocabulaire habituel des grandes annonces. Résultat, chantier à l'arrêt.
La vice-présidente de BYD, Stella Li, l'a confirmé elle-même à Reuters en 2025. Priorité recentrée sur la Hongrie. Et pendant ce temps, à l'automne 2025, l'Espagne apparaît comme candidate pour une 3e usine européenne. On change de plan à mi-parcours. Vous, en tant qu'acheteur, vous financez une stratégie qui se réécrit sous vos yeux. Ce qui m'agace, c'est que ces retards ne sont pas de simples anecdotes industrielles. Ils touchent directement votre portefeuille. Une voiture assemblée localement, sans les droits de douane, sans les délais logistiques transocéaniques, ça change la donne sur le prix final et sur les délais de livraison. Tant que ces usines ne tournent pas, vous achetez un véhicule dont la proximité européenne promise reste un slide PowerPoint. La belle histoire d'implantation locale, pour l'instant, c'est surtout une histoire qui prend du retard. Passons à la bataille des chiffres, celle qu'on adore brandir dans les titres. BYD dépasse Tesla. C'est vrai, mais à moitié. Au 4e trimestre 2024, BYD a effectivement devancé Tesla en vente trimestrielle de véhicules 100% électriques. Un symbole fort, relayé partout. Sauf que sur l'ensemble de l'année 2024, Tesla reste légèrement devant, avec environ 1,79 million de BEV vendus contre 1,76 million pour BYD. Un trimestre gagné ne fait pas une année gagnée. C'est un détail qu'on oublie vite quand on veut vendre une success story. Et la suite confirme que ce n'était pas un basculement définitif. Au premier trimestre 2025, Tesla reprend la tête, avec environ 48 000 véhicules d'écart. Alors oui, BYD grossit à une vitesse impressionnante. 4,3 millions de véhicules électriques et hybrides vendus en 2024, au-delà de son propre objectif de 3,6 millions. Mais la course avec Tesla, présentée comme déjà gagnée par certains médias, ressemble plutôt à un ping-pong. Par là, le fameux BYD numéro 1 mondial, que j'avais lu partout, mérite un bémol sérieux. Mais le signal qui m'a vraiment fait tiquer, ce n'est ni Szeged, ni Izmir. C'est Warren Buffett. En 2008, sur les conseils de Charlie Munger, Berkshire Hathaway achète environ 10% de BYD pour à peu près 230 millions de dollars. Un pari visionnaire sur une entreprise de batterie qui rêvait de voitures. 17 ans de patience. Une position qui, à son pic, aurait grimpé près de 39 fois sa mise initiale, avec une valeur estimée autour de 9 milliards de dollars. C'est le genre d'histoire qu'on raconte dans les écoles de commerce. Sauf que Buffett ne l'a pas gardé jusqu'au bout. Berkshire commence à alléger sa position dès août 2022, l'a réduit à 6,9% mi-2024 et en septembre 2025 sort complètement du capital de BYD. Après 17 ans, après presque 40 fois la mise, l'investisseur le plus patient de l'histoire de la bourse ferme le dossier. Officiellement, rien d'alarmant n'a été confirmé. Pas de faillite, pas d'insolvabilité, l'entreprise dément d'ailleurs toute rumeur en ce sens. Mais un homme qui a fait fortune en ne vendant presque jamais choisit précisément ce moment pour sortir entièrement. Ça mérite qu'on s'y arrête. Je vais quand même être honnête, parce que ce serait malhonnête de ma part de ne pas le mentionner. En septembre 2025, la Dolphin Surf a décroché 5 étoiles au crash test Euro NCAP. 82% de protection des adultes, 86% pour les enfants, 77% pour les aides à la conduite. Pas 5 étoiles au rabais. Bon marché, chez BYD, ne veut donc pas dire dangereux. Sur ce point précis, l'entreprise tient sa promesse, et il serait malhonnête de prétendre le contraire simplement parce que le reste du tableau m'irrite. Alors voilà où j'en suis. Szeged en retard, Izmir à l'arrêt, l'Espagne en solution de repli, une course avec Tesla qui n'est ni gagnée ni perdue, et Warren Buffett qui plie bagage après 17 ans de fidélité et un rendement mirobolant. Si l'investisseur le plus patient et le mieux informé du monde a jugé bon de sortir maintenant, avec toute la liquidité qu'il pouvait vouloir, que doit comprendre un acheteur ordinaire, lui qui ne pourra pas revendre sa voiture en un clic si quelque chose tourne mal? C'est la question que je garde en tête en refermant ce dossier, et c'est justement celle qui va tout recoller dans la suite. Rappelez-vous ce chiffre que je gardais en tête depuis le début, moins de 8 000 $. En avril 2025, BYD annonce le Seagull à 55 800, 56 800 yuan en Chine. Et moi, benet optimiste, je me dis qu'en Europe, on tombera peut-être à 11 ou 12 000 €. La réalité, c'est Dolphin Surf à 22 990 €, promo à 19 990. Pas le double, presque le triple. La cible de mes rêves n'était jamais qu'un appât.
Un chiffre chinois qui n'a jamais eu vocation à traverser une frontière. Et cette frontière, justement, c'est elle qui fait toute la différence. Depuis octobre 2024, la Commission européenne ajoute 17% de droits compensatoires spécifiques à BYD, en plus des 10% de base, 27% au total. Aux États-Unis, c'est carrément 100%, ce qui explique pourquoi BYD ouvre un bureau au Mexique, mais ne vend rien outre-Atlantique. Ce n'est pas de la cupidité de concessionnaires, c'est une taxe structurelle, votée par des gouvernements qui protègent leur industrie. Et vous, en bout de chaîne, vous payez la note. Mais la prouesse chinoise, elle-même tient en partie sur béquille. Depuis avril 2024, Pékin subventionne la casse d'une vieille voiture contre l'achat d'un véhicule électrique neuf. La prime double à 20 000 yuan en juillet 2024, et le programme est reconduit en 2025. Plus de 6,5 millions de dossiers déposés rien qu'en 2024. Ajoutez à ça une marge brute de 28,1% à l'export contre 17,2% en Chine et un profit net de 2 800 $ par voiture exportée contre environ 970 $ sur le marché intérieur. Le marché chinois, en réalité, finance en partie l'expansion mondiale. L'intégration verticale, elle, est bien réelle. Je ne vais pas prétendre le contraire. Les batteries Blade maison, l'usine de Xi'an rachetée dès 2003, tout ça a une cohérence industrielle qui force le respect. Warren Buffett l'avait vu venir. Berkshire Hathaway investit 230 millions de dollars en 2008 pour environ 10% du capital. Mais Buffett a commencé à vendre dès août 2022 et en septembre 2025, Berkshire est complètement sorti du capital, après 17 ans et près de 39 fois sa mise. Sortir au sommet, ce n'est jamais un hasard. Pendant que les chiffres brillaient sur les tableurs, à Bahia, au Brésil, le tableau était autrement plus sombre. En décembre 2024, les inspecteurs du travail découvrent jusqu'à 220 ouvriers chinois amenés illégalement sur le chantier de l'usine BYD dans des conditions assimilées à de l'esclavage. Passeports confisqués, jusqu'à 60% du salaire retenu, des lits sans matelas, jusqu'à 30 personnes pour des toilettes. En mai 2025, le parquet du travail réclame 257 millions de réals, environ 50 millions de dollars. En avril 2026, le ministère du Travail brésilien inscrit BYD à son registre officiel du travail esclave. Voilà le vrai prix de la croissance. Juste déplacé hors du showroom que vous visitez. Et l'Europe, sur laquelle BYD comptait s'appuyer pour compenser tout ça, ne coopère pas franchement. L'usine de Szeged, en Hongrie, annoncée fin 2023, a vu sa production repoussée de 2025 à 2026. Le projet turc d'Izmir, avec son milliard de dollars annoncé, est mis en pause selon la vice-présidente Stellali elle-même. À l'automne 2025, on évoque l'Espagne comme plan de repli. Ce n'est pas un effondrement. La marque a même dépassé son propre objectif de vente en 2024. Mais ça sent la friction avec une réalité réglementaire et logistique bien plus lente que les slogans. Je serais malhonnête si je ne reconnaissais pas ce qui tient debout. Le Dolphin Surf a décroché 5 étoiles Euro NCAP en septembre 2025. Bon score en protection adulte, excellent en protection enfant. Et sur la bataille des électriques pures, BYD a bel et bien dépassé Tesla au 4e trimestre 2024, même si, sur l'année entière, Tesla est resté légèrement devant. Pas de miracle truqué, juste un rapport de force réel, mouvant, pas figé du tout en faveur d'un camp. Alors, on revient à ce fameux chiffre de 8 000 $, celui qui m'avait fait rêver au début. Il n'a jamais menti sur ce qu'il était en Chine. Il a juste servi d'hameçon partout ailleurs. Si vous comptiez sur cette promesse pour votre prochaine voiture, sachez que le ticket réel, chez vous, avoisine 20 000 €, porté par des taxes, des subventions invisibles et, quelque part au Brésil, par des ouvriers qui n'ont pas eu le choix. Je ne vous conseille pas de vous précipiter. Le risque, ce n'est pas la sécurité de la voiture, elle est prouvée. C'est de payer le prix fort pour une légende de dumping qui, à l'arrivée, n'a jamais existé pour vous. Et vous, vous auriez sorti les 20 000 € quand même? Ou vous auriez attendu que les promesses de BYD en Europe deviennent aussi honnêtes que ces communiqués chinois?